L'expatriation fiscale, le transfert de sa résidence fiscale hors de France est souvent perçu comme un échappatoire, une fiscalité qu'on peut juger, que certains peuvent juger excessive, mais derrière cette décision se profile une réalité, vous allez voir, qui est complexe, parce qu'elle met des enjeux qui sont à la fois financiers, juridiques et même, vous le verrez, stratégiques. Et c'est vrai que dans le contexte dans lequel on est, 2024, incertitude économique et aussi fiscale, marquée par des discussions, on l'a dit, on l'a commenté ici sur Boursorama, sur un éventuel retour de l'impôt sur la fortune, l'augmentation de la flat tax, le renforcement de l'exit tax, et l'expatriation fiscale suscite, voilà, c'est une réalité, un regain d'intérêt chez certains contribuables, et vous allez voir, pas que les plus fortunés. Mais ce qu'il faut savoir, et c'est tout l'objet de cette vidéo, c'est que partir, c'est pas seulement franchir une frontière, ça implique, et le mot est fort, mais il est vrai, une rupture quasi totale avec la France, en tout cas d'un point de vue économique, familial et patrimonial. Alors, entre risque de redressement fiscal, gestion des actifs conservés en France, si on souhaite en conserver, puis choix stratégique, quel pays d'accueil, dans quel pays aller. Cette démarche d'expatriation, ça exige une préparation vraiment minutieuse et une vision claire de ses objectifs à moyen, voire carrément à long terme. Bonjour Jérôme. Bonjour David. Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yards. Est-ce que la situation actuelle, est-ce qu'on exagère ou est-ce que vraiment elle est comparable à des périodes rencontrées par le passé? Vous avez fait référence évidemment en 1981. Oui, exactement, c'est un parallèle intéressant puisque au moment chars qui arrivent de Moscou. C'est ça, oui, mais c'est le fait que M. François Mitterrand avait prévu d'avoir des départs des ministres communistes qui avaient effrayé les uns et les autres. Et effectivement, au moment de l'imposition et de la création de l'imposition sur les fortunes, sur les grandes fortunes, l'IGF, eh bien, en fait, on avait assisté à une fuite des capitaux absolument considérable, puisque environ 20 milliards d'euros, je mets bien en euros, s'étaient évaporés en quelques semaines. Et si on tient compte de l'inflation, et aussi cette période jusqu'à la fin des années 90, ce n'est pas uniquement les fonds qui sont partis, mais ce sont les familles, beaucoup, des familles complètes. Donc la mise en place de l'exit tax sous M. Sarkozy, et puis probablement aussi beaucoup la flat tax sous M. Macron, ainsi que le changement de l'ISF en IFI, ont maintenu beaucoup plus les familles et les propriétaires, si je puis dire, en France. Donc on a stoppé ces départs massifs, qui représentaient une vraie perte pour la France à tous égards. Et entre 2018 et 2021, on a même enregistré davantage de retours de foyers que de départs. Alors, aujourd'hui, la donne, elle est en train de changer. Voilà, et avec cette donne, justement, ce brouillard politique, ce brouillard fiscal, est-ce que toutes ces inquiétudes s'alimentent une nouvelle vague ou pas d'expatriation fiscale, ou est-ce que finalement c'est pas excessif, on en parle, mais en fait ça concerne que très peu de monde? Alors, ça concerne beaucoup de monde qui y réfléchissent. Peu, pour l'instant, n'ont encore décidé. Et ils attendent effectivement les actes qui vont advenir ou pas du gouvernement ou des gouvernements qui vont suivre, et tout le monde est dans l'attente pour savoir si les choses vont bouger. Donc on a quand même un véritable regain d'intérêt pour savoir si on part ou pas. Les questions sont là, elles sont demandées. Mais au stade de la réflexion, pas encore du passage à l'acte. On en a déjà quelques-uns. Voilà. On en a déjà quelques-uns qui sont déjà partis, et on va parler des juridictions dans lesquelles ils partent. Alors évidemment, ceux qui partent, je veux dire, c'est pas le français moyen, c'est plutôt des gens assez fortunés, mais c'est des gens qui ont peur, et qui ont peur d'un risque social, d'une continuation de la mauvaise situation financière de la France, et d'une stigmatisation de ce qu'ils sont. Et ça, il ne faut pas négliger ça. À force de taper sur les riches se disent, écoutez, allons nous cacher ailleurs. Donc c'est une peur. Ce n'est pas une volonté ils préfèrent rester en France, mais c'est une peur, et ça, on l'a. Donc, quand on part, ce n'est pas simplement un changement d'adresse, c'est une rupture totale avec la France, c'est là où c'est difficile. Donc, c'est une rupture patrimoniale, économique, financière, familiale, sociale, voire personnelle. Et sans cette rupture, l'administration, elle pourrait considérer qu'en fait, vous êtes resté en France, et elle continuerait à vous taxer en France. Qu'est-ce que signifie, mais concrètement, une rupture totale avec la France? Eh bien, c'est délocaliser le centre de vos intérêts économiques, familiaux et sociaux, lorsque vous quittez la France, dans le pays dans lequel vous allez arriver. Donc ça passe par des mesures qui sont tangibles, qui sont vérifiables. Il faut donc déménager de résidence principale, transférer ses comptes bancaires, changer, si vous gardez un compte en France qui n'est pas forcément souhaitable, et vous avez un statut de non-résident, donc sur lequel la banque saura qu'elle fera un prélèvement à la source, c'est changer complètement la physionomie de votre patrimoine et faire que le balancier, l'épicentre de vos activités sera dans votre pays d'accueil. Et donc ce n'est pas uniquement des aspects techniques, mais c'est penser à la scolarisation des enfants, c'est penser, vous avez une voiture, est-ce que vous devez la garder ou pas, c'est très compliqué, c'est vous avez un chien, comment ça se passe, l'immigration du chien,
Vous allez à la chasse, comment vous faites? Est-ce que vous avez le droit de transporter vos armes? C'est l'inscription à un nouveau club de golf, etc., etc. Donc ces démarches ne sont pas des détails, alors on en a l'impression, mais quand on voit la jurisprudence, elle est émaillée de tous ces sujets-là. Et si on respecte le sujet, on n'aura pas de problème, et si on aura des contrôles, il y en aura des sujets. Qu'est-ce qu'on fait de sa résidence principale si on souhaite la conserver en France? C'est le point, pardonnez-moi, c'est le point le plus sensible. Est-ce qu'on la vend, est-ce qu'on la loue? Alors, son ex-résidence principale, pour le coup. Alors justement, elle peut rester un instant de raison résidence principale pour les besoins de la cause. Donc, si vous la conservez, déjà, l'administration va se dire, Monsieur Z est là, il est là-bas, s'il a conservé sa résidence principale sans changement, il va dire, mais il a conservé sa résidence principale. Ce qui veut dire que c'est un point de rattachement, et la plupart du temps, l'organisation du départ mal organisée, justement mal vue, c'est parce qu'on a conservé la résidence principale, et alors on n'a plus de taxe d'habitation en résidence principale, mais l'administration va se poser la question de savoir si elle vous met une résidence secondaire, ce qu'elle fera, mais le fait que vous conserviez ça, c'est un point visible. Ça, c'est le premier point. Donc, c'est un signe d'attache. Donc, le principal objectif, c'est d'aliéner le bien, au sens juridique. Aliéner le bien, c'est le vendre, le louer ou le donner. Le vendre... Le mieux, c'est de le louer. Alors, si vous voulez revenir, mais peut-être que vous dites, ma résidence principale, voilà, le marché est tel qu'il est, donc il faut que je le vende. Si je le vends, c'est mieux de le vendre avant de partir. Et si on le vend après son départ, il faut le vendre dans un délai raisonnable. Ne le vendez pas dans 3 ans. L'erreur aussi, c'est de dire, je vais le vendre, pendant ce temps-là, je le loue. En fait, vous déqualifiez votre résidence principale en résidence de locative, c'est fini, vous n'avez plus le droit à l'exonération pour résidence principale, parce que l'enjeu, il est là. Ah, oula, oui. Donc ça, c'est dangereux. Ah, oui. Vous pouvez le louer, vous pouvez même éventuellement le prêter, on en a parlé tout à l'heure du commodat, mais ça, c'est quand même très à la marge. Donc, le louer, le vendre, le donner. Mais si vous le louez, vous pouvez le louer, c'est parfaitement possible. Donc, ce qui compte, c'est de ne pas, si vous le vendez, de ne pas dénaturer la nature de votre droit sur le bien, premièrement. Et si vous l'aliénez, ben vous l'aliénez parce que vous imaginez que vous partez, qu'un jour peut-être vous reviendrez, que c'est l'appartement ou la maison de votre vie que vous ne voulez pas la vendre. Bon, et pour celles et ceux qui détiennent en plus un patrimoine financier, quid de l'exit tax? Alors ça, c'est un sujet qui est beaucoup plus complexe puisqu'il concerne essentiellement donc, les contribuables qui détiennent des portefeuilles qui sont supérieurs à 800 000 € ou près de 50% des parts d'une société française. Et on est très fort en France parce qu'aujourd'hui, on a 3 systèmes d'exit tax. Puisqu'on a changé la loi 3 fois, les 3 systèmes cohabitent. Ils ne sont pas les mêmes durées, ce n'est pas les mêmes seuils, c'est formidable. Donc aujourd'hui, si on prend le système actuel, lors du transfert de résidence fiscale, les plus-values latentes sur ces titres doivent être déclarées. Et elles sont déclarées un jour avant votre départ. Si vous quittez l'Europe, donc si vous êtes en Europe, on ne vous réclame rien, vous avez le droit à un sursis, mais si vous quittez l'Europe, et si vous n'avez pas de vraie raison, on peut vous exiger l'impôt. En fait, ce dont on veut s'assurer, c'est que vous ne partiez pas pour aller vendre des titres ailleurs et avoir une plus-value qui s'engage qui est dégagée dans un pays où il n'y a pas de taxation. Mais là encore, c'est un vrai sujet. Donc vous pouvez ne pas vendre vos titres, enfin au-delà de votre départ, pardon, je vais y arriver. Si vous conservez vos titres pendant une durée de 5 ans, à ce moment-là, l'exit tax tombe. Ce qui n'est pas toujours simple. Et donc, régulièrement, ça veut dire que si vous vendez des titres, l'administration va vous demander quel est l'état de votre portefeuille pour savoir quelles sont les plus-values qui sont éventuellement taxables en France. Donc, même si les titres sont cédés avant ce délai, donc l'impôt devient en principe exigible, et de mon point de vue, ça reste une mécanique exigeable parce que c'est probablement contraire à la liberté d'aller et venir. Et en plus, on va vous demander un impôt alors que vous n'en avez pas la contrepartie financière. C'est-à-dire que vous n'avez pas vendu vos titres, mais je vous demande l'impôt par avance. Donc, c'est probablement quelque chose qui peut être discuté, mais dans tous les cas, ça a été un vrai frein ces dernières années. Bon, quels sont les profils les plus concernés par l'expatriation fiscale? Alors, on va écarter tout de suite le profil de ceux qui sont investis en immobilier. C'est un des 2 profils. Alors, ceux qui sont investis en immobilier, eux, par nature, ils vont être taxés, que ce soit leurs revenus, que ce soit les donations, que ce soit les successions, vont être taxés en France. C'est le lieu de l'endroit où se situe le bien qui va organiser la taxation. De l'autre côté, on a les détenteurs de patrimoine qui sont plus mobiliers ou plus variés, comme les titres financiers, les comptes bancaires ou les plans d'épargne. Alors ceux-là, ils ont plus de flexibilité et hormis l'exit tax, ça c'est ceux aujourd'hui qui réfléchissent à partir. Et en plus, ils ont une question importante, on ne l'a pas évoqué tout à l'heure, c'est la sécurité bancaire. Ils se disent qu'aujourd'hui, si jamais il y avait un gros clac, ou un gros crash, l'idée ce serait de se dire qu'en France, si les banques venaient défaillantes, c'est ce qu'ils pensent, ça ne veut pas dire que c'est justifié, eh bien ça c'est un élément d'inquiétude. Bon, quelles sont les destinations les plus prisées par ces Français qui choisissent de transférer leur résidence fiscale hors de France? Alors assez souvent, il y a un tropisme fiscal qui est donné. On dirait, voilà, où est-ce que je paierai le moins d'impôts, etc. Mais tout ça, c'est quelque chose qui doit être pondéré, parce que évidemment, l'endroit où, si vous partez pour des raisons fiscales dans un pays dans lequel vous ne vous trouvez pas bien, ça ne va pas durer 2 heures. Et d'ailleurs, assez souvent, l'idée de se dire,
D'abord, c'est de trouver des solutions qui permettent de ne pas partir, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Et deuxièmement, quand ils partent, c'est leur dire, si vous partez, revenez. Surtout revenez, ne vous mettez pas dans une situation où vous serez malheureux. Alors aujourd'hui, ce que l'on voit le plus, on a eu beaucoup de déplacements pour le Portugal. D'ailleurs, on voit que Lisbonne est une ville qui est totalement refaite par l'impôt. C'est une ville, grâce aux arrivées massives d'Européens d'abord, de Chinois ensuite, et maintenant beaucoup d'Américains. C'est une ville qui est le pays est en train d'être revu, corrigé, si je puis dire, et remis à neuf grâce à la fiscalité. Donc il faut bien réfléchir quand même aux impacts. Donc les pays dans lesquels on va le plus, c'est la Suisse, parce que c'est hors Europe, et parce qu'il y a une fiscalité en ligne directe pour les enfants qui est de zéro. C'est le Luxembourg, c'est dans l'Europe, mais on croit que le Luxembourg est bien géré, c'est l'idée qu'il en a. C'est l'Espagne. L'Espagne a connu un boom économique après une déflation terrible, et notamment de l'immobilier. Ça attire beaucoup de personnes. Et en plus, dans la province de Madrid, vous avez des avantages fiscaux non négligeables. Puis enfin, c'est l'Italie, parce que l'Italie, vous avez 4% de droits de succession, et que l'Italie, vous avez un mécanisme de forfait. Donc, pour tous vos impôts hors Italie, en Italie, vous payez votre impôt plein pot, si je puis dire, eh bien, vous avez un forfait pour 200 000 €, et puis 25 000 € par enfant et par conjoint rajouté, et c'est fini. Et ce forfait est valable pendant 15 ans. Donc on peut y renoncer en plus à tout moment, et donc c'est un atout majeur parce qu'il y a une compétition qui existe entre les États. On regarde évidemment les conventions internationales pour voir comment les revenus autres qu'immobiliers vont être taxés, et donc à partir de là, c'est comme ça qu'on fait son choix. On se dit que cette tendance à l'expatriation, est-ce qu'elle est définitive ou est-ce qu'on peut imaginer, est-ce qu'on observe des mouvements de retour? Alors le premier sujet, ce qui est dramatique, c'est que quand des parents partent avec des enfants, j'ai envie de dire, même s'ils partent en Belgique, qui est un pays francophone, ou s'ils partent en Suisse, à Genève ou à Lausanne, qui est un pays francophone pour partie, ces enfants découvrent un exotisme qu'ils ne soupçonnaient pas, même en Belgique, même à Genève, même si c'est proche de notre culture. Et ça, c'est très dommage, parce que ça veut dire que ces enfants découvrent qu'on peut aller à la Bocconi, qu'on peut aller à Yale, qu'ils ne voyaient peut-être pas de la même manière. Et ces enfants-là, on leur a payé leurs études, et ils s'en vont à l'étranger, et c'est finalement l'étranger qui va bénéficier de toute l'éducation qu'ils ont pu avoir avant au sens large. Donc la question, c'est que beaucoup de ces enfants partent à l'étranger, certains reviennent mais tard, mais beaucoup ne reviennent pas, c'est fini. Ils ne veulent plus, ils n'ont plus les mêmes liens avec la France, ils ont fait d'autres amitiés dans les lycées étrangers, lycées français étrangers, et c'est fini. Alors, au moment du Brexit, on a vu beaucoup de Français, c'est-à-dire de souche, ou d'Anglais qui voulaient quitter la France, qui voulaient quitter l'Angleterre, et qui se sont dit, on va s'installer en France. Et quand ils ont vu la complexité administrative et les règles du jeu qu'il fallait régler, qui sont d'ailleurs des règles du jeu universelles qu'on retrouve dans les conventions, mais ça leur a semblé compliqué, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne sont pas venus en France, ils sont allés s'installer au Portugal. Et dès que vous parlez à un étranger de l'IFI, dès que vous lui dites qu'il y a des droits de succession ou de droits de donation à 45%, mais il part en courant. Donc on aurait pu être très attractif là-dessus, on ne l'a pas fait. Donc, mais néanmoins, avec la flat tax, on l'a dit tout à l'heure, et la suppression de l'ISF, on a quand même beaucoup de personnes qui se sont stabilisées en France, même si maintenant on assiste effectivement, avec cette incertitude fiscale ambiante, à des réflexions qui commencent à s'avancer de plus en plus. Bon, en quelques secondes, quels conseils vous donnez à ceux qui nous regardent, qui envisagent, qui réfléchissent à l'option de transférer leur résidence fiscale hors de France et donc de s'expatrier fiscalement? On ne part pas sur un coup de tête, on analyse le sujet minutieusement, on part en famille. J'ai vu un père me disant, bah, ça y est, je pars, j'ai décidé de partir, nous partons. Et votre épouse? Ah, mais elle n'est pas au courant. Alors ça ne marche pas du tout. Parce que ça, c'est le clash assuré là aussi, et ça ne marche pas. Donc, planifier minutieusement, voir les écoles des enfants, les questions de sécurité sociale. On pense à la fiscalité, mais on ne pense pas à l'assurance maladie et tout ce que ça peut entraîner. Et ça, c'est un vrai sujet. Le permis de conduire, est-ce que je vais pouvoir conduire? Mes voitures, on l'a dit tout à l'heure. Changer de liste électorale, aller dans le consulat sur place et faire changer le personnel de ménage, comment ça se passe? C'est beaucoup plus cher au Luxembourg que ça n'est en France. Il y a toujours des surprises, vous vous rendez compte, je paie mon assistante aussi cher que je paierais un cadre à Paris. Ben oui, c'est le coût de la vie, c'est le coût de la vie au Luxembourg. Éventuellement, et c'est apprécié par exemple dans un pays comme la Suisse, aller chercher une concession au cimetière. Ça, c'est un signe d'attachement pour les Suisses qui est assez fort. Donc, on va tenir compte aussi des aspects juridiques, parce qu'on a un règlement de 2012 qui change la règle du jeu, qui nous dit que si on meurt dans un pays mais qu'on est d'une autre nationalité, on pourra appliquer soit la loi juridique du pays, soit la loi de mon pays d'origine. Si je suis anglais, je ne suis pas dans un pays d'héritage forcé, c'est-à-dire que je n'ai pas les questions de part réservataire, et si j'applique ça en France, ça change, ça bouleverse le jeu. Donc la rupture avec la France, elle doit être nette. On va éviter les erreurs administratives, et évidemment, il faut s'entourer d'experts pour que les choses soient bien organisées. Et donc quand on part vraiment.
Voilà, je pense qu'on aura compris. Merci beaucoup. Conseil signé Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yards. Merci. Merci David.